Nouvel épisode d'échange authentique et j'accueille aujourd'hui Francine Burlet. Bonjour Francine, comment vas-tu? Et bonjour Stéphane, merci pour cette invitation. Eh ben, merci de l'avoir accepté, c'est très gentil. Euh, Allez, on traîne pas. Qui es-tu, Francine? Dis-nous tout. Je suis une nomade en plein voyage en ce moment puisque je suis en itinérance en direction de la Bavière et je suis à Abondance dans un super village, dans un d'ailleurs super hôtel aussi que mon chorale, que je vous mettrai en lien et qui m'accueille pour cette interview au pied levé Génial. alors que devant moi, sur l'autre côté de la route, il y a mon petit van Popo qui m'accompagne pour toutes mes aventures. Donc, je suis à la fois un nomade, mais aussi une journaliste et une coach. Et c'est pour Super. ça que j'aimerais donner un petit peu de lumière et d'espoir à ceux qui rêvent de voyage. Bon, génial. Bah, on refile, on fait un petit peu le fil de ton parcours, on essaie de voir un petit peu tes expériences personnelles et puis on parlera aussi de ce projet Nomadologie qui est ton projet du moment et sur lequel il y a plein de choses super intéressantes à savoir. Commençons par le début. Dis-moi. Qu'est-ce qui fait qu'on arrive, après tant d'années, à faire autant de choses? Parce que tu m'as dit tout à l'heure, je suis à peu près à ma quatrième vie. Alors, c'est quoi déjà ces quatre vies? C'est- Déjà, la première vie, c'est Heidi. Ouais, Heidi, tu connais cette petite ouais. personne? Voilà, mais c'est mon enfance. J'ai été élevée dans une haute vallée de Haute-Provence, donc à 2000 mètres d'altitude, et je suis quelque part bercée par les histoires de Heidi, mais que j'ai vécues moi-même. Pas des vaches, mais des moutons autour de chez moi. Et j'ai eu une enfance très, très libre dans des grands, grands espaces sauvages. Et cette vie a pris fin avec mes études, puisque j'ai été étudiée d'abord à Paris et ensuite à Lyon. Donc, une école de commerce supérieure à Paris, après une prépa HEC, et ensuite un CEDERS, donc un DESS, hein, comme on appelait ça à l'époque, un master Mhm. en économie, ensuite, à Aix-en-Provence. Donc, à partir de là, ça a été le choc. Comment la ville existe? Qui sont tous ces gens? Comment je me repère dans ces endroits dangereux et si loin de ma propre nature? Et ça a été ma première source d'adaptation, on va dire, et mon premier kiff, si j'ose dire, puisque j'ai adoré ce changement de vie, en fait, radical. Mhm. Et à partir de là, donc, j'ai commencé ma première carrière qui était de créer pour les tours opérateurs des voyages à l'étranger avec un premier, globalement Frantour, Nouvelle Frontière, Cuoni, avec une première mission notamment avec la responsabilité de l'Amérique latine que j'ai arpenté en long, en large et en travers et où j'ai habité à Rio pendant 6 ans. Ça, c'était ma Génial. première carrière. Waouh. Rapidement, pour passer à la deuxième, et je t'expliquerai pourquoi éventuellement, je suis devenue journaliste de voyage, donc Mhm. travel reporter, comme on dit. Et donc, j'ai fait le même travail, mais pour le relayer dans les médias écrits, avec Ok. photos et textes. Donc ça m'a permis surtout d'arpenter le Moyen-Orient et l'Asie, et parce que c'était là que portaient à l'époque donc les plus grandes demandes de la part des magazines. Et puis bien sûr, l'Europe, hein, comme toujours, la Méditerranée a toujours été un grand focus des magazines de voyage. Mhm. Et puis la troisième carrière que j'ai entamée il y a très peu de temps, il y a une dizaine d'années, c'était ma carrière d'enseignante, à la fois en lycée, en économie, mais aussi en BTS, en commerce international, Mhm. et avec pour objectif d'ouvrir, on va dire, le regard de ces jeunes au monde et de leur donner envie de bouger. Voilà, parce que c'est mon truc à moi. Voilà, bouger, pourquoi? Génial. Pas pour bouger, pas pour fuir, comme beaucoup le disent, pas pour faire de l'excitation et du mouvement, et même pas pour aller s'étendre sur une plage, non, bouger, parce que dans l'adversité, en tout cas dans la nouveauté, on se réinvente et on grandit. Donc, c'est ça mon leitmotiv. Voilà. Bon. Et alors la quatrième? Allez, Et et la puis on en reparlera tout quatrième, à l'heure. ma quatrième, c'est mon travail de coach et de Mhm. formatrice,
puisque maintenant je m'adresse aussi au public d'adultes, notamment les femmes qui ont peur de voyager en solo. Donc j'ai créé un programme de coaching et un programme de formation en ligne qui donne un petit peu des ailes à celles qui n'osent pas voyager seules. Et ça touche particulièrement les 35 et plus qui ont envie, qui ont compris qu'il fallait donner un autre sens à leur vie, qui sont peut-être un petit peu sortis des besoins économiques, qui ont déjà Mmh. un salaire et puis on va dire une sécurité physique, en tout cas matérielle, et qui ont envie de plus dans leur vie, qui cherchent un nouveau sens. Génial. Hop. Alors, reprenons un peu tout le fil de cette carrière ou de ces carrières, si j'ose dire. Euh, Quand est-ce qu'on se dit c'est le moment que je change et quels sont les signes? Voilà, ça c'est un moment qu'il faut pas louper parce que Ouais. sinon, on perd du temps, on peut même passer à côté de sa vie, donc c'est très, très important. Pour ma part, je suis pas sûre que ce soit le cas de tout le monde, mais pour ma part, quand on sent que, on n'a plus aucun goût à se lever le matin. Mmh. Je parle pas de burn-out, je parle pas de surcharge de travail parce que ça peut arriver dans n'importe quelle profession, même quand on est passionné. Je parle de cet instant de tension intérieure où on se dit: «Mais qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là?» Ça n'a plus de sens. C'est ridicule ce que je fais. Ça n'a plus aucun sens. Je tourne comme un rat dans sa roue. Heu et puis tu connais le fameux, parallèle de la grenouille, hein, dont on te a déjà parlé, je crois, dans tes podcasts. On est dans l'eau qui, petit à petit, commence à chauffer. On est Mmh. cette petite grenouille dans la Mmh. casserole. On sent pas que ça change. On s'adapte à l'eau chaude, qui réchauffe de plus en plus jusqu'à ce qu'on se brûle et qu'on se crame parce que l'eau est bouillante. Ce qui fait toute la différence avec une grenouille qu'on jetterait directement dans l'eau bouillante. En fait, on s'habitue à des choses qui nous ont semblé essentielles à un moment et qu'on a adoptées. Par exemple, un super boulot avec un super salaire, avec, 2 heures de voyage tous les jours pour y aller, 4 enfants à gérer, la crèche, le tennis des petits, le canoë-kayak de la grande. On s'habitue à ça parce qu'on se dit qu'on est un bon petit soldat et qu'il faut le faire et que c'est ce que tout le monde fait et Mmh. puis au bout d'un moment on dit: «Non, il doit y avoir une autre façon de faire. C'est pas possible que je m'épuise à ce point-là et que je n'y trouve aucun plaisir» et là, on se dit: «Il faut que je bouge parce que si je reste dans ce schéma-là, je vais y perdre ma vie» et c'est cette tension intérieure qui est très, 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 très désagréable parce que ça limite à la limite, ça ressemble à de la dépression. Mmh. C'est cette tension-là qu'il faut analyser et parce que quand on est dans cet instant-là, on se dit: «Il y a pas de limite». Enfin, je veux dire, il y a pas de sortie, il y a pas de porte de sortie. Je vois pas comment je pourrais changer. Mais non, je Mmh. peux pas changer, j'ai bien 4 enfants, je peux pas changer. J'ai bien besoin du boulot, il faut que je paye mes traites. Non, il y a pas moyen de changer et c'est à ce moment-là qu'on commence à se tourner vers d'autres expériences, d'autres façons de faire et qu'on imagine que peut-être il y a une porte de sortie et oui, il y en a une, soit par, bien moi je propose le coaching, mais bien sûr, il y a 40 000 autres façons d'y arriver et c'est pour ça aussi que j'adore ton podcast parce que, il donne beaucoup d'alternatives et d'idées. Chacun choisit. C'est le but. Choisissez ce qui vous plaît. Je reviens sur ça, justement, on parle d'apprentissage. Comment tu arrives, toi, ou comment tu as réussi au fur et à mesure de ces quatre carrières à utiliser ce que tu avais appris dans une de tes carrières ou dans une de tes vies et de la retranscrire pour les autres vies? Alors, ça a l'air un peu bizarre comme parcours, mais en fait, et c'est ce que moi-même j'ai appris en étant coachée, c'est parce que j'avais l'impression d'être éparpillée, dispersée, d'avoir, une carrière qui ressemblait à du grand n'importe quoi. Et en fait, ce coach que j'ai pris, qui s'appelle Lingen, que tu connais aussi, m'a montré qu'en fait, il y avait un grand fil rouge dans ce que j'avais fait et je lui suis reconnaissante de me l'avoir montré parce que ce fil rouge, à l'origine, je ne le voyais pas. Le fil rouge, c'est tout simplement dans les 6 besoins humains, qui sont, détaillés par Tony Robbins, il y a, Mmh. la certitude, mais il y a aussi l'incertitude et moi, je suis une accro à l'incertitude et donc mon parcours, se révèle parce que au bout d'un moment, quand je suis trop dans l'incertitude, je suis malheureuse. Donc c'est mon besoin à moi, il y en a qui ont le besoin inverse. Donc moi, mon parcours et mon fil rouge, c'est l'incertitude et cette incertitude, elle se caractérise par le voyage. À chaque fois, je change de domicile, je pars à l'étranger,
j'apprends, plus je suis confrontée à de nouvelles cultures et à un choc culturel, et plus je suis heureuse. Voilà. Donc ce fil rouge, c'est plus que le voyage, c'est la liberté géographique. C'est pour Mmh. ça que j'ai pas épuisé la carrière de prof dès le départ, parce qu'on m'imposait une mutation. Et pour moi, pas question d'avoir quelqu'un qui me détermine mon lieu de vie. C'était essentiel pour moi. Et donc, tout est basé sur la liberté géographique. J'acquiers cette liberté, plus je suis heureuse et plus ça me permet d'apprendre. Mais c'est super inspirant et puis ça fait écho, je trouve, à beaucoup de gens en ce moment qui se posent des questions et qui ont peur justement d'être catalogués comme instables. J'en fais partie, tu en fais partie, et je pense qu'il y a plein de gens qui nous écoutent et qui se disent c'est intéressant, c'est bien aussi de pouvoir changer le regard des gens et le regard sur soi-même, de se dire je suis pas instable, je me construis. Je sais pas comment tu vois les choses, mais vraiment on est plus sur de l'empilage ou du mixage de plein d'expériences qui font qui on est maintenant. Tout à fait. Le paramètre liberté, il est présent dans le tourisme, il est présent dans le journalisme que j'ai adopté, il est présent dans le coaching et de la formation. Et il reflète, cette évolution reflète on va dire, une nouvelle valeur qui a émergé en moi depuis quelques temps, depuis une décade, qui est le besoin de partager et de Mm. contribuer, chose que je ne peux pas forcément hyper. Oh, j'étais pas vraiment orientée dessus quand j'avais 20 30 ans, hein. C'est venu plus tard. Et maintenant, mon parcours, c'est outre la liberté géographique, ça enrichit de ce besoin de contribuer. Et donc, Mm. plus je peux contribuer à grande échelle, et plus je suis heureuse. C'est top, c'est top. Si je reprends tes différentes carrières, encore une fois, qu'est-ce que tu retiens, toi, comme apprentissage de chacune d'entre elles? Est-ce que tu arriverais à dire, voilà, sur ma partie ou ma période touriste, j'ai retenu ça et que j'ai utilisé Ouais. derrière, tu aurais des exemples à nous donner? Oui, bien sûr. Dans la période touriste qui a duré à peu près 15 ans, j'ai arpenté déjà presque une quarantaine de pays, notamment en Amérique latine, en Amérique du Nord. Et je me suis aperçue que, grande découverte, l'être humain était le même partout, Ah ouais. avec les mêmes 6 besoins fondamentaux, certitude, incertitude, contribution, croissance, apprentissage, amour, hein, Mm. etc. Mais ces 6 besoins sont les mêmes partout, qu'on soit à Lima ou qu'on soit au Togo. Et ça m'a rassurée quelque part. Je me suis dit, il n'y a pas 40 000 équations à comprendre pour comprendre le monde. À partir du moment où on part du cœur et qu'on est bienveillant et qu'on est un peu ouvert d'esprit, on peut s'entendre avec tout le monde. J'ai une énorme boulimie donc d'apprentissage de culture et donc de langue. Donc ça m'a fait apprendre 5 langues en tout. Donc ça aussi, ça a contribué à mon apprentissage. Ça, c'est le tourisme. Et puis le tourisme, ça m'a permis aussi de contribuer, puisque en faisant mes circuits, eh bien, je donnais envie à des gens de découvrir un pays. Quand je faisais Mm. un circuit à Bahia au Brésil, dans des petites posadas sympas, ou à Belém en Amazonie, avec petite balade en pirogue sur l'Amazone, eh bien forcément, je pouvais permettre à certaines personnes de le vivre, euh, comme moi je l'avais vécu avant en scout, en avant-première, tu vois, et j'étais ravie de ça. Et puis, ma deuxième carrière a débuté le jour où je me suis aperçue que mon éthique n'était plus Mm. respectée. Et ce jour-là est apparu lorsque Nouvelle Frontière a été racheté par TUI, le gros tour opérateur européen TUI, énorme, allemand, grosse structure, qui m'ont demandé de faire des bus de 55 personnes et des Mm. voyages à la chaîne, avec des hôtels accords, que je n'ai rien contre les hôtels accords, mais dans l'occurrence, ce n'était pas du tout ma façon de voyager, ni de créer des voyages pour Nouvelle Frontière à la base. Mm. Et là, j'étais malade en fait. Cette période de changement, elle a duré presque un an où j'étais malade à l'idée de faire ce que je faisais au niveau du boulot. Et j'ai dit, non, mais je ne peux pas continuer comme ça. Je vais tomber malade physiquement. Et j'ai appris, grâce encore une fois à Tony Robbins, Pouvoir illimité, qu'il fallait suivre ses valeurs. Quelles étaient donc mes valeurs, tu vois? Et le respect notamment du monde et des autres et des cultures du monde, ah bah, c'était important pour moi, et le fait de travailler à créer des voyages de masse, des touristes de masse, c'était complet désaccord avec Mm. mon éthique personnelle. Et donc, j'en devenais malade. Donc, je me suis dit, comment je vais faire pour toujours parler de tourisme et toujours partager mes voyages?
sans être en désaccord avec mes valeurs. Et j'ai fait à l'époque une licence de journalisme, enfin une équivalence avec une troisième année de licence de journalisme en Belgique. J'habitais en Belgique à l'époque, enceinte jusqu'aux dents de mon deuxième enfant. Donc dans l'université ULB de Bruxelles, on m'appelait la mama. Mhm. Et j'ai donc eu ma licence de journalisme. Et tout de suite après, genre une semaine après, j'étais embauchée par un grand magazine de voyage qui s'appelle Voyage Voyage en Belgique comme rédac chef adjointe. Mon job Waouh, rêvé. waouh. Franchement, c'était le dream job. Je devais trouver des journalistes, couvrir des sujets, décider du dossier du mois, sur quel point du monde on allait s'accorder à travailler et éventuellement contribuer en tant que journaliste également. Ah, c'était Qu'est-ce, passionnant. qu'est-ce que tu retiens justement de cette époque journaliste? Parce que c'est important aussi, c'est un autre métier. Oui, Euh, j'ai l'impression quand même que c'est un métier avec de la pression aussi. Alors je sais pas si chez Voyage Voyage il y en avait, mais c'est un métier où il y a des dates, il y a des rendus. Enfin voilà, il y a quand même voilà, peut-être aussi une ligne éditoriale à respecter. Euh, tout à fait. voilà. Et la liberté dans tout ça. Ah là, franchement, euh, c'était ce qui m'a fait justement changer de cette carrière, Ouais. l'absence de liberté. Mais pendant, je vais dire, presque 6 ans, j'ai kiffé, mais à mort ce travail. Pourquoi? Parce que euh, j'avais la responsabilité d'un objet qu'on tenait en main à la fin du mois. Mm. C'était concret, c'était réel. Il ressemblait à quelque chose de magnifique. Ça donnait envie de voyager. C'était encore une fois une façon de contribuer. Par contre, la quatrième semaine de chaque mois avant la sortie du magazine qui était mensuel, c'était juste un enfer. Un enfer. C'était presque du 20 heures sur 24, avec toutes les conséquences que ça avait sur mes enfants qui étaient à l'époque petits. Donc, avec le recul, Mm. je regrette un peu d'avoir, même si c'était qu'une semaine par mois où on était vraiment charrette, comme on dit, je regrette un peu parce que j'étais pas disponible pour mes enfants à ce moment-là. Donc, c'est Mm. un enseignement que j'ai pris depuis, priorité famille, hein, priorité famille, la famille d'abord, même au détriment de la carrière. Et c'est aussi ces horaires qui m'ont un petit peu coincée au bout d'un moment. Ça tombait bien. Mon mari, par un hasard des mutations, lui était muté à Bahreïn dans le Golfe Persique. Donc, je Wow. l'ai suivi et je suis repartie sur une étiquette de freelance journaliste pour le même magazine, mais en tant que freelance aussi et non plus en rédac chef. Et donc, j'ai pu reprendre ma liberté et faire mes articles au gré des demandes du magazine. Génial. Et alors on arrive à la troisième, tu deviens prof. Oui, je Alors rentre de déjà, Bahreïn. Mm. comment tu deviens prof et puis surtout, qu'est-ce que tu en retiens de cette partie d'enseignant? Ah oui, là, j'ai passé, on va dire, 6 7 ans de ma vie extraordinaire à Bahreïn, dans le Golfe Persique, à découvrir tout le Moyen-Orient. J'ai adoré. En plus, c'était la grande mode de Dubaï à l'époque. C'était donc il y a 10 ans, hein. Donc Mhm. Dubaï était en plein boom. Abu Dhabi, le musée du Louvre à Abu Dhabi, le Yémen, Oman, qui devenait un plein essor touristique avec ses fjords magiques. Bref, c'était une région du monde extraordinaire. En plus, je découvre la condition de la femme qui est complètement différente, hein, là-bas. Et la façon que j'ai d'aborder ça en termes de journaliste, c'était super intéressant parce que j'ai pu avoir contact avec des femmes locales et Mm. faire des photos qu'un homme journaliste n'aurait jamais pu faire. Bien Donc, sûr. c'était super riche. Sauf que le printemps arabe arrive. Et le printemps arabe en Égypte, c'était quelque chose, mais à Bahreïn aussi. Pourquoi? Parce qu'à Bahreïn, il y a moitié chiite, moitié sunnite. C'était une guerre civile. Et à une guerre civile d'autant plus féroce que les chiites et les sunnites à Bahreïn se marient entre eux parce qu'ils étaient habitués à une vie complètement mitigée, tu vois, Mhm. mixée. À Bahreïn, c'était une île, chiites, sunnites sont d'un côté avec l'Iran, de l'autre avec l'Arabie saoudite, on se mélange, les familles se mélangent. Mais d'un coup, les méchants, c'est les uns, les méchants, c'est les autres. Les familles se déchirent, les bombes explosent de partout. Il y a aussi la place de la Perle à Bahreïn où il y avait tous les tanks saoudiens qui débarquaient. Ça devenait super violent. Mes enfants avaient 7 checkpoints pour arriver à l'école Wow. avec des mecs et des mitraillettes. Donc, on rentre, rapatrié, on rentre dans les Alpes du Sud, ma région d'origine, le seul endroit où j'avais un petit appartement où on pouvait héberger la famille.
Et là, il se pose la question du revenu. Plus question de partir, il fallait que je reste pour mes enfants et il fallait un revenu fixe. Donc, j'ai utilisé bien sûr mon master en économie pour devenir prof d'économie. Et en fait, je me suis révélée dans ce métier, puisque là, on était à fond dans la contribution et l'ouverture au monde. J'ai adoré le contact avec les ados, puisque moi-même à la maison, j'avais des ados, donc ça me parlait. Et donc, ce métier de prof, je l'ai embrassé à bras le corps. En plus, toute ma famille est prof, hein. Mes parents sont profs, mes oncles tantes sont profs, mes cousins sont profs. Bon, si tu veux, c'était pas un milieu qui m'était étranger. Et en plus, je suis prof dans l'endroit où mes parents étaient profs au lycée, donc c'est drôle, tu vois. Waouh. Mais là, c'était ta troisième vie, se pose un problème de liberté, hein, Hmm. parce que là, pour le coup, on est plus qu'encadré. Un programme à respecter, horaire, bien sûr, à respecter, ça c'est normal. Beaucoup d'examens, de structures très carrées à suivre. Et c'est pour ça que j'ai opté pour le retour à la vie nomade et le journalisme plus coaching pour continuer maintenant la quatrième partie. Donc on y arrive. Alors juste avant, puisqu'on parle d'apprentissage quand même, tu nous as dit tout à l'heure, je parle pratiquement 5 langues maintenant. Euh, Quel conseil tu pourrais donner, puisqu'il faut bien commencer, pour tous ces gens qui ont justement peur d'apprendre une nouvelle langue? Moi, je le vois dans les coachings que je fais sur de l'anglais, et sur du français, langue étrangère. Les gens ont peur, en fait. Comment toi, tu le vois et comment tu arrives à surmonter ces obstacles? Et si tu as un conseil, on prend, hein. Oui, oui, j'ai un conseil que ma maman n'aimerait pas du tout entendre, parce qu'elle est prof d'anglais et elle est très à cheval sur Ah, la grammaire et les verbes ah, irréguliers. Tu vois, I do, ah. I did, done, tu connais par cœur la liste. Et elle me dirait, ou elle vous dirait, on prend un livre, on étudie tous les jours une demi-heure, c'est juste, ça marche. La méthode assimile, Hmm, le programme en ligne, une demi-heure par jour, avant de dormir ou après le dîner, ça suffit pour avancer déjà. Mais par contre, ma méthode à moi, elle est plus en relation avec mon caractère. Moi, je vous lâche dans le grand bain bouillant. Allez-y, démerdez-vous et nagez. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'apprendre les langues que dans l'immersion. On peut apprendre 3 ans chez soi, mais apprendre à sa propre petite vitesse sans vraiment se brusquer. Par contre, quand on se retrouve en Irlande, et comme ça a été mon cas à 14 ans, dans une famille où si on ne sait pas dire j'ai soif, eh ben on n'a rien à boire, c'est beaucoup plus rapide. Si en plus on a un petit copain irlandais, alors là, je ne vous raconte pas comme vous apprenez l'anglais vite. C'est le meilleur argument. Ça, c'est le meilleur argument. Je le dis toujours aux gens que j'accompagne, c'est le meilleur argument, celui-là. Mais non, là, restons sérieux, sans aller jusque-là. Je dirais que l'immersion n'a pas son pareil. Et puis, vous n'avez pas une idée à quel point on apprend vite, en anglais notamment, quand on est immergé, hein. En 6 mois, moi j'ai appris le portugais, par exemple, en 6 mois en étant à Rio, il fallait que je parle couramment portugais pour travailler. Je parlais l'espagnol en arrivant, je parlais le portugais et l'espagnol en partant. Six Ouais. mois, 6 mois. Et quel est le déclencheur? Quel est l'élément? C'est quoi? T'as pas le choix, on est bien d'accord, mais il y a un moment aussi, je pense que tu te prends en main et puis tu te dis, allez, on y va, quoi, on essaye. Au bout d'un moment, tu en as marre d'être dans les conversations, de ne pas pouvoir la ramener, quoi, hein. Surtout quand on est bavard, comme moi. Au bout d'un moment, tu as envie de participer, tu as envie de poser des questions, tu as envie de savoir pourquoi ils font ça, comment ils font ça, où est-ce que je peux aller pour voir ça. Et donc, tu te débrouilles, hein. Maintenant, Hmm. en plus, c'est vachement facile à écouter la traduction, hein. À la limite, tu écris ta phrase en français, tu la montres. C'est un peu triché, mais ça aide déjà à débloquer le début, quoi. Ouais. Bon, super. Par On contre, peut, sans en- on- anglais, vous passez à côté de 50% du voyage. ouais. Ça, c'est sûr que là, quel que soit le pays du monde, on arrive toujours à se débrouiller avec l'anglais, un peu d'espagnol aussi, bien sûr, un peu d'allemand, hein, auf Deutsch, ça Oui. marche aussi, mais c'est vrai que c'est important. L'anglais, c'est essentiel, on est bien d'accord. C'est essentiel, je dirais, d'avoir tu sais, un niveau A1, A2, B1, Ouais. voilà, tranquille, lycée scolaire, et puis de se lancer à l'eau. Parce que sans l'anglais, on va vite tourner dans une bulle franco-française qui n'est pas forcément une bonne façon de voyager. Bon, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, je te rejoins à 200% sur ça. On parle du voyage? On parle du voyage parce que le voyage, c'est quand même aussi quelque chose. Alors, on verra après sur cet aspect femme et femme solo, parce qu'il y a encore aussi cet aspect-là en plus, mais le voyage, dans l'absolu, ça t'apporte quoi?
Le voyage, pour moi, c'est la seule grande dépense que tu peux faire et qui te rend plus riche à la fin. Génial. Voilà, On la en garde celle-là. résumé. Tu ne peux pas te tromper. Ouais. Et même si tu te trompes, que tu aimes pas le pays et que tu reviens en disant c'était nul, ben, tu as appris quelque chose sur toi. Mm. Je parle même pas d'apprendre quelque chose sur le pays. Je dis apprendre quelque chose sur toi. Tiens, finalement, j'aime mieux les cultures où il fait plus chaud, où il fait plus froid. J'aime pas les pays où il y a de la montagne, je préfère la mer. J'ai pas aimé la façon dont étaient les gens, trop fermés ou au contraire trop ouverts, trop tactiles. Et ça t'apprend des choses sur toi, c'est énorme, Mm. c'est rapide, c'est efficace. C'est pour ça que c'est le meilleur des coachings. C'est top. Et on pousse un peu le voyage solo. Alors, le voyage solo, il est essentiel. Je dis pas que c'est la seule forme de voyage. Dieu merci que c'est bon de voyager à deux, voire à quatre, voire à six en famille. Mm. C'est fabuleux de partager ça avec sa famille. Mais le voyage solo te retranche un petit peu dans tes limites. Parce que là, tu n'as pas le choix. Il faut que tu te débrouilles. Et puis, il faut que tu prennes constamment des décisions à chaque minute. Mm. Et au bout d'un moment, tu développes quelque chose qui est incroyable, qui s'appelle l'instinct. Et puis, tu arrêtes de tergiverser. Tu commences à suivre tes vibrations, on va dire, tes sensations. Tiens, je m'arrêterai bien dans ce petit hôtel-là. Ou tiens, cette ville-là, oh, je vais arrêter, je mets le pied sur le frein, j'ai envie de me promener là. Et puis, tu vas avoir des découvertes et des petits miracles qui vont se produire, incroyables. Tu vas tomber sur des trucs que tu n'aurais pas du tout, t'aurais même pas imaginé avant. Et c'est ces petites découvertes qui redonnent confiance en soi. Et puis le voyage solo, ça redonne, outre la confiance en soi, ça donne à voir le monde sous un autre angle. On est libre de ses choix, certes, mais aussi on est libre de ses rencontres. Mm. Il y a des jours où on n'a pas envie de parler, ben on reste tranquille dans son coin, on va voir un musée, on fait une balade. Et puis il y a des jours où on a envie de rencontrer des gens, et puis comme par hasard, on va trouver un petit festival ou une foire ou un marché, et on va commencer à parler aux gens. Tu vois, en Norvège, par exemple, j'ai fait toute la Norvège en camping-car depuis Aix. Et en Norvège, c'est un pays où il n'y a que 5 millions d'habitants, tu vois. Mm. C'est tout petit. Enfin, le pays est immense, mais il y a très peu d'habitants. Et je me disais, au bout d'un moment, j'en ai marre d'être seule. Il faut que je rencontre des gens. Donc, j'ai tout simplement été au club de kayak de la petite ville où j'étais. J'ai demandé à louer un kayak. Et ils m'ont dit, mais tu sais, on part en groupe, là, si tu veux te joindre à nous. Et hop, c'était parti. On était Mm. 20 en kayak, on a fait une excursion à la journée. J'ai rencontré plein de gens. Le soir, on était au pub. Ils m'ont fait redécouvrir des villes voisines. Et c'était fini de ma solitude. Il suffit de le vouloir et d'avoir un petit peu de créativité. Cette créativité, elle Mm. vient à force de pratiquer, tu vois. Et puis, c'est à travers ces défis qu'on se lance, hein, de travailler ou d'évoluer dans des contextes culturels variés, qu'on grandit, tu vois. Par exemple, au Japon, c'était, je dirais, l'expérience de la planète Mars pour moi. Tu vois, Ouais. on m'aurait envoyé sur la planète Mars, que ça n'aurait pas été différent. Je ne comprenais absolument rien à ce qui se passait. Je n'arrivais à comprendre absolument pas le nom des rues, pourquoi il n'y en a pas. Donc, c'est évidemment que je ne pouvais pas les comprendre. On peut chercher le moment, ouais. Les noms, c'est des idéogrammes avec un bloc, une maison et un quartier de la ville. Donc, tu peux pas, t'as pas, à Mm. part les grandes avenues de Tokyo, par exemple, ou de Kyoto, tu n'as pas de nom de rue. Donc, j'étais complètement paumée. Mais la planète Mars. Et puis, ce que j'ai découvert, c'est que les Japonais ne disent jamais non. Mm. Donc, si tu leur demandes la rue, le chemin, ils vont te dire oui, mais en fait, ils vont pas savoir. Et plutôt que de perdre la face, ils vont t'indiquer un mauvais endroit, tu vois. Donc, c'est délicat. L'apprentissage de l'autre, comment un japonais fonctionne. Pour lui, la pire des hontes, c'est de perdre la face. Donc, il va gérer ça d'une façon qui n'est pas du tout la tienne. Et puis, il va pas dire non, il va dire oui, mais. Alors, ça veut dire non en japonais. Tu vois? Mais ils Mm. font pas non. Ils font. Non, non, Et ça veut dire oui, mais. Et oui, mais, ça veut dire non. ouais, D'accord? Il bien faut le d'accord. savoir. Tu le On est sais bien pas, t'es d'accord. mort. Notamment en business. Voilà des Je, petits je, défis, je, tu vois. je remets un étage. On est en voyage solo, et en plus, on est une femme. Oui. Alors, Quelle est la particularité justement de se dire, et, et là on commence à s'adresser vraiment aux personnes qui te suivent avec Nomadologie aussi, c'est voilà, pourquoi voyager solo quand on est une femme? Qu'est-ce que t'en penses toi?
Bah, pourquoi pas? C'est ce que je réponds. Ça fait En peur, fait, souvent. en fait, oui, ça fait peur. Je comprends. La question est toujours la première et celle-ci. Comment tu crains rien, surtout en camping-car, toute seule et tout? Comment tu te poses? Dans les campings, ben non, pas toujours. En fait, la question de la sécurité, c'est la première question Mm. du voyage, hein, quel qu'il soit, que ce soit pas. Et en fait, je m'aperçois, et je me suis aperçue au gré des ans, qu'elle est d'abord intérieure. C'est pour ça que dans mon coaching, il y a un module sur les peurs. La sécurité, c'est une notion, une sensation propre à soi. On pourrait être à Katmandou, au milieu de Bombay, ou bien au fin fond de son pavillon de la région lyonnaise. Si on ne se sent pas en sécurité à l'intérieur, on n'est pas en sécurité à l'extérieur. Donc, c'est la première leçon d'un coaching efficace pour un voyage Mm. solo. Comment je fais pour, quel que soit l'endroit, je découvre quelle est ma zone de confort intérieure et la créer si on ne l'a pas. C'est bien beau de dire ça, mais il y a quand même des zones plus dangereuses que d'autres dans le monde. Mm, Comme je te le disais tout à l'heure, le fait de développer son instinct, ça aide à choisir aussi bien délibérément qu'on va pas aller se mettre un samedi soir face à une boîte de nuit pour dormir et que on va éviter les zones où il y a potentiellement beaucoup de lieux de passage la nuit, Ouais. mais on va aussi éventuellement, éventuellement, je parle du van ici, hein, mais aussi éventuellement éviter les zones qui sont trop reculées loin de tout. Donc c'est un feeling et puis une confiance en la vie. Voilà, ce sont deux choses importantes pour une femme ou pour un homme, tu vois. Mm. Euh, il y a aussi le fait qu'une femme va peut-être être plus facile à aborder qu'un homme. Mm. Donc, moi, je trouve ça plutôt positif. J'aime ce côté-là, que les gens me font confiance. Euh, Ils ont tout de suite, ils me prennent sous leurs ailes en fait. Tu vois, en Asie notamment, quand tu es perdu et que tu sais pas trop où aller, tu as toujours quelqu'un qui te prend par le bras. Ah non, mais je vais t'emmener, attends, je vais te trouver une guest house, moi, t'inquiète pas, il n'y a plus de place là, mais t'inquiète pas, je vais te montrer où. Et le fait d'être une femme et d'être plus vue comme vulnérable, moi, ça m'a ouvert plus de portes que ça ne m'a créé de problèmes. Ouais. Donc, j'invite les femmes à revoir leur copie à ce niveau-là. Et, et, et à venir te contacter. Et donc, on va parler de nomadologie. Comment t'es Oui, venue cette idée? Parce que, ok, voyager solo, ça tu le fais, il n'y a pas de problème. Mais comment t'es venue cette idée d'aider, en fait, ces femmes qui, on va dire, tu as une cible quand même plutôt aux alentours de 35-40 ans, si je me trompe pas. Euh, oui. Comment tu les aides et justement, qu'est-ce que ça apporte à ces femmes-là en termes d'apprentissage, en termes de développement personnel, même si j'aime pas trop ce terme-là. Alors, elle est Oui, vaste, la c'est. question. Non, mais c'est une question claire. En fait, ça a commencé par les questions de mon entourage. Mais comment tu fais? Comment tu fais? Bah, moi, j'ai visité maintenant, à l'heure actuelle, j'en suis à mon 84e pays où j'ai au moins passé une nuit, sinon ça compte pas. Et donc, les escales à Singapour, tu oublies, hein. Donc, voilà. Et je n'ai que, euh, que des désirs de continuer. C'est-à-dire qu'il n'y a Mm, rien qui m'a poussé jusqu'à présent à revoir à la baisse mes ambitions. Donc, quand les gens me disent, ah, mais moi, je suis jamais partie seule, en fait. mm, J'ose pas, j'ai peur. Ça me fait tellement mal au cœur. Tellement mal au cœur. Ça a commencé déjà avec les femmes et les amis de mon entourage qui sont en transition de vie. Souvent, elles se disent, oh, mais je suis en transition de vie là. C'est un moment où je dois redéfinir mon projet de carrière professionnelle. Ça y est, j'ai mes enfants. Il faut que je me réinvente parce que je m'ennuie là. Je m'ennuie mm, terriblement. Et en fait, ce manque d'aventure, il est important à respecter. On a tous besoin d'une petite dose d'aventure parce que sinon, la vie, elle est routinière, elle est griseillée. Bien sûr, on peut aimer sa routine, mais ça n'empêche qu'on a besoin d'un mini-dose d'aventure. Moi, je suis là pour ça. Je veux que les femmes qui ont besoin d'un tout petit peu d'aventure dans leur vie, elles fassent confiance déjà à leur instinct et ensuite éventuellement à un coaching si elles n'osent pas.
Donc ça a commencé avec une amie, pour ne pas dire son nom, Sophie, qui m'a dit: «Oh là là, moi j'ai jamais voyagé toute seule. Ah, tu sais quoi? On a un séminaire ensemble, dans 4 jours. Ben je veux envie d'essayer un truc, partir un jour avant». Eh beh, on a construit ce petit jour avant. Mmh. Elle est venue un jour avant. Elle est passée une journée entière dans une ville d'Alsace qu'elle connaissait pas. Elle a dormi toute seule à l'hôtel, elle a mangé toute seule au restaurant. Pour elle, c'était mais énorme comme pas. Mmh. On commence par ça. On commence tout simplement par ça parfois et je trouve que c'est génial. Donc on a plein de petits trucs et astuces. Comment on fait quand on est tout seul au restaurant? Ah, comment on fait pour dormir la nuit quand on est loin de son mari? Ah, donc c'est des petites clés, faciles à trouver, qui nous aident à retrouver confiance. Et pourquoi on le fait si on n'a pas envie de dormir sans son mari? Mais on le fait parce que ça nous donne tellement confiance en soi quand on l'a fait. On est Mmh. tellement fiers de soi. Et puis on a rencontré quelqu'un au restaurant qui nous a donné une idée d'un livre ou une idée de faire un truc ou de visiter un monastère. Et nos champs des possibles s'élargit immédiatement parce qu'on a été disponible et seul. Voilà. Donc, je m'adresse beaucoup aux femmes qui ont ce besoin d'aventure, au bout après avoir coché toutes les cases. J'ai fait mes études, je me suis mariée, j'ai mes enfants, j'ai mon super boulot. Et maintenant quoi? Ça s'arrête là? Et ces femmes-là, elles ont besoin d'un peu de réflexion sur le sens de leur vie. Donc, le voyage permet cette introspection. Elles ont besoin d'un peu plus d'indépendance et de liberté parce qu'elles ont donné beaucoup pour leurs enfants en bas âge et pour l'organisation familiale. Et puis, elles ont aussi besoin de reprendre confiance en elles et en leur capacité de s'autogérer, puisqu'elles ont vécu en modèle familial pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années, voire 20 ans. Et elles ont besoin de se réinventer toutes seules parce qu'elles ne savent plus comment elles fonctionnent, comme quand Mmh. j'avais 15 ans, quoi. Et Ce ça, qui ne c'est remet super. ce qui ne remet pas en cause le mariage et la vie de couple, et cetera. Mais C'est ça aussi non! qui est intéressant Ah, parce mais que oui. il faut pas opposer les 2. Le voyage solo, Non. c'est pas forcément, être tout seul dans la vie. Oui, et puis je m'adresse aussi aux hommes parce que j'ai eu beaucoup d'hommes qui m'ont dit: alors les hommes, c'est pas le problème de la sécurité, c'est le problème de la culpabilité. Comment je vais laisser ma femme 15 jours avec les gosses? Je me sens super coupable. Oh, je vais laisser mon boulot. Oui, mais il y a Jean-Jacques qui est au service ressources humaines, qui, lui, a pas pris de vacances depuis 3 ans. Moi, si je prends 15 jours. Voilà, les hommes, c'est la culpabilité, donc il y a aussi ça à travailler, hein. Comment est-ce que je me réapproprie le droit Mmh. de me faire du bien? Et voilà. Là, dernièrement, j'ai eu un coaching à une jeune fille, passionnante qui a perdu son frère jumeau. Elle a la Mmh. quarantaine, elle a eu un gros choc et elle n'arrive pas à s'en remettre. Donc elle avait besoin de traiter ce deuil, mais seule, pas avec sa famille. Mmh. Donc elle a choisi, et c'est aussi, le cadre de la nomadologie, choisir son voyage idéal en fonction de ses besoins du moment. Elle, elle avait besoin de spiritualité, elle avait besoin d'une atmosphère bienveillante, elle avait besoin d'être entourée. Donc on a concocté un petit voyage pour elle à Bali de quand même 3 semaines où elle a pu avoir, contact avec des chamans, faire des cérémonies de purification, réapprendre à méditer, à faire du yoga, à se recentrer sur elle-même, et ça lui a fait un bien fou pour justement surmonter son deuil. Si la nomadologie, tu vois? Mmh. Voyager pour un but, qui est pas forcément agréable. Oui, c'est quand même quelque chose qui te permet de construire et d'évoluer et de Tout à fait. et de prendre du recul. Moi, je suis un adepte, hein, du voyage solo, avec ce petite dose de culpabilité aussi, j'assume. C'est pas grave. J'avais une autre question Mais sur tu me sur ce contactes, il y a voyage. pas de souci. Ça coûte cher de voyager solo? Mmh, Parce que c'est aussi un point pas important. forcément. Les gens, souvent aussi, ça peut être un élément de blocage de se dire, voilà, je suis bien d'accord, j'ai un peu l'élément de réponse aussi avant, parce que selon on n'est pas tous obligés d'aller à Bali. Il y a peut-être des choses aussi en voyage solo beaucoup plus abordables et beaucoup plus faciles, mais Oui. voilà, c'est pas forcément un frein, enfin, en tout cas dans Oui. mon esprit. Non, tu vois, là, j'ai, accompagné Patricia qui a déjà 50 ans et qui voulait retrouver un peu sa fibre créative, qui est peintre. Elle voulait faire un voyage autour de la Renaissance. Donc on a tout de suite, fait un super circuit en Italie. Bon, moi, je suis pas l'agence voyage, hein, je précise, mais par contre, je peux modeler le projet. Après, elle réserve par elle-même, et donc on a tout axé sur, Pise, Florence, Rome, et elle a pu participer à des ateliers
de peinture avec des peintres locaux, visiter des musées avec des guides spécialisés dans ce domaine qui la passionne. Et en fait, le voyage solo, là, par exemple, ou même pour Bali, que le fasse seul ou pas, c'est pareil. La seule différence, ça va être l'hébergement, on est d'accord. La chambre double et Mm. la chambre simple. Hein. C'est moins facile de trouver des chambres simples. Mais il y a deux choses. Le seul endroit où c'est très compliqué de négocier, c'est la croisière. Voyager solo en croisière, ça coûte cher parce qu'ils sont très difficiles à convaincre pour faire des réductions Mm. de cabines simples, puisque de toute façon, l'occupation est double. Donc ça, c'est compliqué. Mais encore que tu as des promos une fois ou deux dans l'année. Par contre, pour tous les autres pays, tu peux négocier ta chambre de façon à ce que l'occupation single soit au même prix, enfin que l'occupation single soit moins chère que l'occupation double. Ouais, Donc ça se négocie au cas par cas dans les hôtels. Et puis ensuite, pour les stages, les éventuelles visites, c'est la même chose à seul ou à ouais, deux. Mm. super. Quels sont les projets? Alors là, t'es en Suisse. Les projets perso de toi, Francine, et puis tes projets aussi sur l'évolution de nomadologie. Est-ce que tu as déjà des étages supérieurs de la fusée prêts à décoller ou pas? Oui, alors là, je suis à Abondance. Je vais passer en Suisse demain. Je vais monter jusqu'à Munich pour un grand événement, entre autres la fête de la bière, hein, Ah ben voilà, oui. mais aussi un événement personnel. Et ensuite, je reviens par les lacs de Côme et le lac de Garde jusqu'à la France. Mes projets sont assez clairs désormais. Il faut que je finisse ma formation en ligne, qui est presque terminée avec 6 modules. Hein. Le premier module, c'est l'évaluation de la situation présente de la personne. Ensuite, un premier voyage qui est donc voyage à l'intérieur de soi. Qu'est-ce qui me manque et qu'est-ce que je veux vraiment? Comment je veux réorienter ma vie? Ensuite, ça va être le mindset, comment je me prépare à voyager solo et ou pas, hein, ça peut être à deux, mais comment je me prépare à ce grand voyage et qu'est-ce que je veux y gagner. Ensuite, l'organisation du voyage, la planification, et puis enfin, le sur place et le retour. Qu'est-ce que je fais de ce Mm. voyage? Qu'est-ce que j'en fais? Quelle est la suite à donner? Que reste-t-il de ce voyage? Que restera-t-il? Et surtout, pour celles qui sont chanceux, qui ont le bonus, eh bien, la création d'un film ou d'un livre ensemble, avec Génial. les images du voyage qu'elles ont fait, le grand voyage de leur vie, ou un livre. Donc, comme j'ai déjà édité 2 livres, je peux accompagner le processus. Au niveau du film, maintenant, on a tellement de techniques qu'on peut facilement créer un film avec des images et des vidéos faites sur place. Et donc, ça, c'est le bonus de la nomadologie à la fin. On repart avec quelque chose de concret à consulter pour se rappeler de ce qu'on s'est promis à soi-même. Et moi, dans ma démarche, là, dans cette formation, je suis en train de créer les derniers modules. Elle sera en ligne, je pense, d'ici 3 mois, 2 mois maximum. Et Mhm. puis, j'ai évidemment l'envie de continuer à être de plus en plus nomade digital, travailler depuis mon camping-car ou depuis des destinations plus remote. Et donc, quand je serai cet hiver un peu isolée, je compte écrire un livre Ouais. qui s'appellera Peur Panique et sur la peur du voyage et les moyens de se libérer de ça. C'est essentiel. Wow. C'est top. Merci, Francine. J'ai une dernière petite question avant de te libérer parce que c'est la Merci. question. Si tu as regardé déjà les podcasts, je la pose à tout le monde. C'est la marque de fabrique. Qu'est-ce que tu as appris récemment, toi, Francine? Oh, la dernière chose que j'ai appris récemment, euh, c'est... Il y en a deux, mais je vais te les résumer. La première, c'est avec Tony Robbins la semaine dernière que j'ai vu à Cologne. Tony Robbins, le plus grand coach de tous les coachs, qui a 60 ans déjà, qui m'a obsédée avec l'idée de la massive action, l'action massive. C'est bien beau de parler, c'est bien beau de se coacher, c'est bien beau de se gratter le nombril et de lire des livres, mais il y a un moment donné, on se retrousse les manches et on attaque. Massive action, d'accord? Et la deuxième chose que j'ai appris encore récemment en voyage, c'est de toujours suivre son instinct parce que là, j'ai pas respecté mon instinct. Je suis passée dans une ville où on m'avait dit de passer. Et en fait, je sentais que c'était pas bien. À chaque fois, ça débouche sur des problèmes. Donc, suivre son instinct, ça veut dire quoi? Ça veut dire juste être aligné entre ce que je veux, ce que je dis et ce que je fais. Rester
constamment dans cette colonne, je veux quoi? Je l'ai dit, je me dis à moi-même que je vais le faire et puis je le fais. Donc ça revient avec, ce que j'ai dit précédemment, le massive action, mais avant l'action massive, bah, évidemment, il faut le plan. D'accord? Super. Voilà. Merci beaucoup, Francine, pour cette Mais interview. c'est moi Stéphane, Euh, super. à très bientôt. Merci encore. Et à bientôt sur À les routes, bientôt. sur la nomadologie. On mettra le lien, on mettra toutes les informations pour que vous puissiez aller voir le projet de Francine et franchement, voyager, voyager. Les voyages Mais forment la oui, jeunesse, mais pas que. Les voyages, ça forme tout court. c'est Voilà. ça, c'est génial. Merci Merci beaucoup. Stéphane. Bonjour à tous les auditeurs du podcast. Dans ce monde merveilleux, je vous emmène faire la visite incroyable, unique de Popo. Popo, qui est-il? Mon super destrier, mon compagnon de route, mon petit Renault Trafic, excusez la coiffure, qui m'a permis jusqu'à présent de faire 20 000 km en 1 an et demi à travers l'Europe, de la Norvège à la Pologne, en passant par l'Italie, le sud de l'Espagne, la Corse, la Sardaigne, plein d'autres choses encore. Et je me régale dans cette van life dont j'ai envie de vous donner le goût du frisson, le goût de l'aventure, même si c'est qu'un tout petit peu dans votre vie, remettez-le parce que c'est ça qui vous permet de sortir, non pas de sortir, mais d'élargir votre zone de confort et donc vous sentir beaucoup plus confiant et prêt à de nouvelles aventures, de nouveaux défis. Et voilà donc la visite de Popo avec moi. Donc je vous emmène, le siège passager est la plupart du temps chez moi non occupé, puisque j'aime travailler et aussi voyager en solo, ce qui n'empêche pas qu'en famille on se fasse des bons petits plans voyage. Mais voilà mon univers, donc Popo avec sa porte qui donne donc sur l'extérieur. Ouh, il y a beaucoup de vent aujourd'hui, on va refermer. Et puis on a ici, je me permets de fermer la porte, voilà, on a ici notre petite gazinière, l'évier, ici derrière mon petit dressing avec au-dessus de nous un fauteuil qui permet d'être ouvert et d'avoir un petit peu plus de circulation d'air quand il fait très chaud. Et enfin l'espace travail avec la petite déco qui va bien, voilà. Alors mon espace travail était très important, c'est pour ça que j'ai choisi ce Renault Trafic avec une capsule, on appelle ça une capsule Eriba, qui est une capsule d'une marque qui fait beaucoup d'adeptes et qui me permet de faire beaucoup d'amis le long de la route. En fait, le trafic a déjà 30 ans, plus de 30 ans, et à ce titre, eh bien, il a une configuration que j'adore, qui permet un espace travail très très agréable, avec une table. On va d'ailleurs s'asseoir, comme ça vous verrez. On a une table et puis on a la possibilité de transformer les banquettes. Hein, donc ici par exemple, ceci s'abaisse, ça va par là, la table je l'enlève. Et nous avons alors un lit en 140 sur 200 et très confortable. Donc parfois je le laisse en mode lit, parfois je le mets en mode travail. Ça dépend un petit peu de ma journée, si elle est plutôt dédiée au loisir ou pas. Et s'il y a la sieste. Et ce Popo est extrêmement confortable. On a ici donc une belle vue mer. Comme vous pouvez le voir, je peux choisir les endroits où je me gare. Et j'apprécie ce sentiment de liberté, j'apprécie énormément la maniabilité, la facilité avec laquelle je peux me garer n'importe où parce qu'il est petit, il fait 5 mètres de long. Et j'apprécie la possibilité de m'arrêter quand je veux. J'avais toujours fait du camping, c'était pas nouveau, mais beaucoup plus confortable. Et surtout, vous voyez ici, j'ai tout, toutes mes affaires, mes livres. J'ai évidemment, j'ai ici par exemple mon hamac, mes papiers, mes documents. Ici, j'ai mes vêtements. Donc, plus besoin de valise, tout est là. Je peux rentrer chez moi en Ubaye, dans les Alpes de Haute-Provence, et tout simplement décider de partir du jour au lendemain. Tout est en double dans mon camping-car. Voilà, donc j'espère vous avoir donné un petit goût de la van life. Il y a aussi, bien sûr, une petite salle de douche et un lavabo à l'intérieur. Mais ça, c'est mon domaine privé, donc je vous le montrerai pas. Mais par contre, voilà, je vous encourage à adopter un style de vie un petit peu plus nomade. Pas forcément
forcément à vie, hein, et pas forcément pour toute l'année, bien sûr, quelques semaines par an, parce que cela vous permet de vous remettre en question sur beaucoup de domaines, notamment de prendre du recul sur votre vie, mais aussi de commencer à implémenter dans votre tête les changements dont vous avez besoin, c'est-à-dire ceux dont vous ne voulez plus dans votre vie et ce que vous voulez doubler. C'est important d'avoir ces moments de recul, ces moments d'introspection, et je trouve que le camping-car, quelle que soit sa taille, le van, est un mode idéal d'introspection, parce qu'on a en quelque sorte une petite grotte à nous, mais une petite grotte itinérante qui nous permet de rester en lien avec le monde et surtout avec la nature, hein. C'est ça aussi qui permet les meilleures introspections. Donc voilà, ce petit voyage. Et encore merci à Stéphane de m'avoir donné la parole. À très bientôt les nomadologues.